Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Sport Inc. On est quoi là, Sacha, à notre 14e épisode quand même. Ouais. Ça va? Ça va bien, toi? Ça Toi? va. Toi, tu vis des péripéties intéressantes. Hein, Je vis dangereusement, tu m'envoies sérieux. une photo, t'es toute ensanglantée, oui. t'as la cheville à... Là, je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe chez vous, là? Je peux pas croire, sérieux. C'est comme la petite Geneviève qui... Je suis tellement maladroite dans la vie, puis ça commence tout le temps comme ça, on dirait, là. Je me suis cassé 2 fois le bras quand j'étais petite. Puis c'est pas des histoires comme j'escaladais l'Everest, là, tu sais, je descends, je déboule les marches, puis je me casse le bras. Et là, lors du week-end de Pâques, j'allais donner un cadeau à ma tante, et là, bye-bye! Puis là, ma tante me dit, c'est la résurrection de Pâques, le renouveau! Puis là, je fais comme, oui! Puis là, je descends jusqu'à ma voiture, et je m'enfarge littéralement dans mes souliers, et je me tords la cheville, et je tombe face première dans la rue. Et... Ça devait faire mal. Non, mais sur le coup, les gens ils disent « T'as-tu crié? » Je dis « Hey, je disais absolument rien, là. J'étais à terre, je comprenais absolument pas c'est quoi qui s'est passé. J'ai pas eu de commotion. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ma tante a descendu. Voyons donc! Puis là, elle me dit « Ta face! » Là, je suis là « Qu'est-ce qu'elle a, ma face? J'ai-tu... OK, j'ai encore mes dents, tout va bien. » Mais tu sais, j'étais ensanglantée d'un peu partout. Et ben ça va, là, tu sais, ça fait quelques jours, j'ai réussi à marcher, puis bon, j'ai quelques petites plaies, là, sur le front, le nez, mais pas de fracture. Il faut que les gens comprennent que chez KO, on n'a pas de congé. On n'a pas le droit de s'absenter. Fait que même si t'avais été comme vraiment pire, il aurait fallu que tu sois là aujourd'hui, parce que connaissant la direction ici, on n'aurait pas eu de peur. Mais non, mais c'est vraiment la résurrection de Pâques, là. J'arrive, le renouveau, puis... Tu sais, j'ai appelé Sacha, je lui ai montré des photos. Je dis, Sacha, je sais pas, là, comme, si je vais pouvoir venir. Oui. Mais finalement, bonne nouvelle, parce que je voulais vraiment être là, en plus, pour l'entrevue d'aujourd'hui, avec quelqu'un que tu connais très bien. C'est des retrouvailles pour moi aujourd'hui. Sophie Laporte, c'est bizarre dans son nom de famille, parce que Sophie et moi, on se connaît depuis... Ça fait 20 ans qu'on s'est pas vus, mais on a joué au tennis ensemble, à l'époque, quand on était ados, puis qu'on s'entraînait au tennis, puis qu'on compétitionnait, fait qu'on s'entraînait ensemble. Puis c'est sûr que les réseaux sociaux, maintenant, tu peux suivre les gens, fait que ça te permet de voir. Puis Sophie est très impliquée avec la Coupe du Monde, avec la FIFA, depuis peut-être 3 Coupes du Monde maintenant. Donc, merci, So, de te joindre à nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci, parce que là, tu n'habites pas à Montréal, là. Non, je suis de passage. Parce que, qu'est-ce que tu fais exactement pour la Coupe du Monde? Oui, donc j'explique. Mon poste, en fait, ça s'appelle, je suis en charge du département des services aux équipes à la FIFA. Donc, pour que tout le monde le sache, c'est la Fédération internationale de foot ou de soccer. Pour la prochaine Coupe du Monde qui va avoir lieu cet été à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, en fait, quand on dit le département de services aux équipes, c'est vraiment de s'assurer on est en charge des 48 équipes qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde et de s'assurer que du moment où ils arrivent dans le pays hôte, jusqu'au moment où ils repartent, tout le côté logistique, opérationnel, l'hébergement, la logistique, les terrains d'entraînement, tout ça et les hôtels est bien pris en charge pour que vraiment l'équipe se focus sur leur performance sur le terrain et pas distrait par des pépins qu'il pourrait y avoir au niveau des opérations et de la logistique. Hey, c'est quand même beaucoup, là. On parle de 48 équipes. Déjà, une équipe, ça doit être beaucoup organisé. Toi, tu organises 48 mariages, là, un peu, là. Oui, et même beaucoup plus parce qu'en fait, on parle de 48 équipes parce qu'à la fin mars, on a eu la confirmation des dernières 6 équipes qui se sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Mais nous, qui commençons normalement un projet 2-3 ans à l'avance, on part avec 200 équipes. Donc, on est en communication et on a des visites de sites avec jusqu'à 200 équipes et plus les qualifications avancent, plus effectivement ce nombre descend. Et puis, pour la Coupe du Monde de 2026, c'est la première fois qu'il va y avoir un total de 48 équipes qui vont participer. Par le passé, au Qatar, on en avait 32. Donc, c'est excitant, mais en même temps, c'est beaucoup plus de travail, c'est certain. Et là, on est à combien de jours là, de la Coupe du Monde? Environ à 2 mois. 2 mois environ, oui. Et on se sent comment? On se sent bien. Je pense c'était excitant il y a quelques semaines de enfin savoir les 48 équipes qui allaient
participer. On peut finalement, on dirait, comme finir les plans, solidifier le tout. Là, c'est certain que c'est extrêmement occupé parce que les gens veulent vraiment s'assurer que leur plan d'arrivée, les plans d'entraînement est vraiment prêt. Et bien évidemment, le calibre est tellement élevé que chaque détail compte. Donc, la pression, elle est là, mais on est prêt, on va être prêt. On précise aussi pour les gens qui nous écoutent que malgré le fait qu'on a augmenté de 32 à 48, l'Italie n'est encore pas dans la Coupe du Monde. Fait que ben, ça c'est dit, c'est réglé. Fait que là, on peut continuer à avancer. J'avais beaucoup d'amis italiens. Ma conjointe italienne. Hey, mais Haïti, on n'en parle pas assez, mais ça, c'est une belle chose. Oui, c'est une belle histoire, absolument. ça. Mais ça, moi, j'ai une question pour toi. Dans le travail, est-ce que tu dois gérer les demandes particulières de chaque équipe? Ou est-ce que c'est comme... C'est le même cahier de charge pour toutes les équipes. Tu sais, admettons, je dis n'importe quoi, l'Angleterre a une demande spéciale sur le type de terrain d'entraînement qu'ils veulent ou une localisation précise. Ça fonctionne comment, ce bout-là, avec toutes les équipes qui participent? Mm-hmm. Bien, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on parle de Haïti puis on parle de l'Angleterre. Donc, si on prend, par exemple, ces deux équipes qui ont des demandes différentes, on se le cachera pas, ils ont moins d'expérience. Donc, nous, la façon, avec le service, le département des services aux équipes, on offre à toutes les équipes, je dirais, un standard. Donc, tout le monde a un bus avec 4 voitures, tout le monde a X, Y, et ça, c'est donné à tout le monde. Après, les équipes ont la possibilité, s'ils en veulent plus, à leur charge, d'en avoir plus. Et c'est là que les demandes, effectivement, d'une équipe comme l'Angleterre versus Haïti sont différentes. Mais nous, pour vraiment, ce qui est super important, c'est que ce qu'on offre ne donne pas un avantage à une équipe plus qu'à une autre. Parce que l'avantage, c'est vraiment jouer sur le terrain, c'est à eux de jouer. Nous, notre rôle en tant qu'organisateur, il faut vraiment leur offrir ce standard pour offrir le même environnement de performance à tous. Et puis après, effectivement, c'est différent selon les demandes des équipes. C'est quoi la demande, disons, que les équipes, c'est pas mal la plus importante là, à avoir? Il y en aurait 3, je te dirais. Et par rapport, par exemple, si on regarde un moment important qui est la détermination de leur camp de base pour la Coupe du Monde. Donc, quand les équipes disent un camp de base, première chose, c'est le terrain d'entraînement. Donc, effectivement, la qualité du gazon, du terrain d'entraînement, la qualité de l'hôtel et la distance entre le terrain d'entraînement et l'hôtel sont normalement un gros critère de sélection, à savoir est-ce qu'on va aller sur la côte Est, sur la côte Ouest, au Canada, au Mexique. Ensuite, il y a vraiment le côté chaleur, parce qu'on parle encore une fois du mois de juin-juillet. C'est l'été. Il fait chaud. Donc, encore une fois, c'est un autre critère que les équipes, dépendamment ce qu'ils aiment, vont prendre en considération par rapport à la sélection où est-ce qu'ils vont vouloir être. Et la troisième, c'est vraiment où ils vont jouer. Donc, après le tirage au sort qui a eu lieu en décembre passé, les équipes savent exactement où ils vont jouer. Donc, encore une fois, ils vont toujours essayer de minimiser le temps de vol, les avions à prendre entre où ils sont basés et où ils vont jouer, par exemple. Donc, ça, c'est les critères, je te dirais, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres parce que chacun a ses spécificités, mais je te dirais que c'est vraiment les 3 vraiment endroits ou choses qu'ils prennent vraiment en compte lorsqu'il est le temps de sélectionner un camp de base et qui sont très importants. On reçoit beaucoup de questions par rapport à des rapports de qualité de gazon, par exemple. C'est sûr. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour les équipes. Le choix du camp de base, au final, on en a parlé dans l'épisode précédent du balado, on a parlé de comme quoi la France avait envisagé Montréal comme étant un camp de base, mais le choix final du camp de base, est-ce que ça revient à chaque fédération ou c'est la FIFA qui dit, ben, l'Angleterre, on reprend cet exemple-là, votre camp de base va être à, je sais pas moi, Austin, Texas. Est-ce que c'est la fédération qui décide, la fédération étant la fédération de foot d'Angleterre ou la fédération de foot de la France, qui décide ultimement? C'est la fédération. Par contre, ils doivent respecter des critères que la FIFA met, surtout au niveau des distances. Donc, encore une fois, 48 équipes, 3 pays. On sait, comme en Amérique du Nord, les distances sont grandes. Donc, on met, en tant que FIFA, des critères de sélection pour s'assurer qu'une équipe ne va pas, par exemple, avoir un camp de base à New York et joue leur match à San Francisco ou à Los Angeles. Donc, il y a des je dirais, on appelle des clusters, donc géographiques, qui fait en sorte ils sont limités dans leur choix. Par contre, ils peuvent sélectionner et après, il y a plusieurs critères
communautaire qui fait en sorte qu'il y a une association après entre le camp de base et l'équipe. Donc, c'est un processus très complexe que cette fois-ci, en 2026, on n'avait pas au Qatar du tout, parce qu'au Qatar, c'était une ville haute. Donc, c'est quelque chose que je pense, il y a toujours place à amélioration, mais cette fois-ci, c'est comme ça qu'on l'a fait. Puis, je suis heureuse que les 48 équipes aient trouvé un toit, un camp de base qui va être absolument clé dans leur performance cet été. Vous êtes une équipe de combien comme dans ton département? Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! On est basé majoritairement au HQ qui est basé à Miami. Par contre, on a aussi une petite équipe à Toronto et au Mexique pour un total de plus d'une 25 personnes. Oui. 25 personnes? Ouais, juste au service des équipes. Fait que durant la Coupe du Monde, mettons, là, les 48 sont connus. Ouais. Toi, es-tu attitré à quelques équipes précisément? T'es-tu affecté à un groupe? Tu sais, groupe A, groupe B, ou comment ça fonctionne? J'aimerais, mais non. Non, okay. Nous, en fait, la façon, on a beaucoup de gens qui viennent nous aider temporairement, à contrat, en fait, pendant 1 mois, 2 mois, qui vont être sur place, on the ground, comme on dit, avec les équipes. Et nous, moi et mon équipe, on reste à Miami, dans ce qu'on appelle comme une espèce de HQ, où c'est presque un centre d'appel, dans le sens qu'on a des téléphones et les gens qui sont sur le site vont nous appeler quand il va y avoir des problèmes. Puis on est capable, avec une espèce de une gestion de crise, si jamais on doit avoir des décisions qui doivent être prises, de les prendre à travers Miami, basé là-bas, je te dirais. Donc, ça vaut pas la peine d'aller courir à droite, à gauche, parce qu'il y a tellement d'équipes, puis il y a tellement de mouvements qu'on est mieux d'être centralisé à quelque part, puis de là, être devant un ordinateur, prendre les bonnes décisions, appeler les bonnes personnes pour essayer de résoudre les problèmes. Là, tu habites à Miami. Oui. Mais exemple, au Qatar, est-ce que tu habitais au Qatar? Oui. Ça fonctionnait comment, là, tout ça? Donc, en fait, quand je disais un peu plus tôt, les gens pensent souvent que les Coupes du Monde, on organise ça en quelques mois, allez hop, c'est fait. Mais non, c'est des années de préparation. Normalement, les équipes qu'on appelle du comité organisateur sont mises en place 2-3 ans même avant les Coupes du Monde. Et puis, c'est sûr que c'est pas 800 personnes qui partent d'un coup, mais ça va graduellement. Au Qatar, par exemple, effectivement, on a vécu 3 ans au Qatar, à Doha, en vue de la planification de la Coupe du Monde en 2022. Puis par la suite, on a déménagé à Miami, où justement le bureau de la FIFA s'est établi temporairement là-bas pour livrer la Coupe du Monde de 2026. Hey, moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Comme tu dis, parce que c'est la famille. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment un choix de famille, mais vous avez fait en sorte de réaliser tes rêves aussi là-dedans, là, de professionnel. Absolument. Je pense que je suis extrêmement reconnaissante parce que c'est de bouger une famille, surtout en étant nouvellement maman, il y a un autre niveau de complexité qui s'ajoute, mais de pouvoir continuer à vivre ses rêves, puis de vraiment, quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'il n'y a rien vraiment qui nous arrête. On fait juste s'adapter à des différents environnements. Puis je pense que pour nous, c'est vraiment une richesse de pouvoir aussi vivre dans différents pays, de différentes cultures. Oui. Donc, c'est toujours intéressant. On est toujours avec un peu le baluchon prêt à partir sur la prochaine. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est parce que, tu sais, juste pour les auditeurs qui te découvrent, t'as fait ton secondaire à Montréal. Oui, comment on Après se ramasse c'est ça. là? Fait que là, juste ton parcours, c'est intéressant. J'aimerais ça que tu nous décrives un peu comment tu t'es retrouvée à travailler à la FIFA, puis un peu ton parcours, tu sais, parce que t'es québécoise, tu sais, puis t'as fait tes études ici principalement. Fait que bref, tu peux juste nous expliquer un peu ce parcours-là. Comment on finit là? Ouais. Comment on finit par faire ce genre de vie-là? Ouais. Absolument. Donc, en fait, originale de Montréal, effectivement, j'ai fait HEC Montréal en administration. Et puis, après avoir fini HEC Montréal, j'ai toujours voulu travailler dans le sport. Et à ce moment-là, on parle à peu près dans les années 2010-2011, il n'y avait pas nécessairement la possibilité de faire des études en administration du sport. Donc, ça, j'ai regardé, puis j'ai vu un programme qui était offert à Londres, en Angleterre, l'année avant les Jeux olympiques de 2012 à Londres. C'est pas plate, donc, j'ai dit, bon timing, let's go, on part. Et je suis allée faire une maîtrise du sport là-bas, ce qui m'a éventuellement, j'ai été impliquée dans le comité organisateur des Jeux de Londres 2012.
Ensuite, on revient à Montréal. J'ai joint le Comité olympique canadien pendant 6 ans dans les opérations pour les Jeux j'ai participé à différents Jeux olympiques et il y a eu une opportunité de déménager en Suisse pour aller travailler sur les Jeux de la jeunesse de l'hiver là-bas. À Lausanne. À Lausanne. Donc, quelques années là-bas. Ensuite, le COVID est arrivé dans la plupart de nos vies et il y a une opportunité qui m'a été présentée d'aller au Qatar, justement, en vue de la Coupe du monde 2022, par des collègues que j'avais en commun. Et puis, j'ai terminé au Qatar et un peu de fil en aiguille en étant au Qatar, ça a super bien été. On a décidé de poursuivre l'aventure. Donc, comment on se ramasse là-bas, c'est vraiment plusieurs expériences à l'international. C'est quand même une communauté qui n'est pas si grande. Donc, les gens se connaissent, les gens travaillent ensemble, ils veulent avoir de l'expérience. Donc, c'est vraiment comme une séquence qui fait en sorte que tranquillement, d'événements internationaux, un après les autres, on se ramasse dans des positions comme ça. Puis tu as travaillé au CF? À l'Impact aussi? J'ai travaillé très rapidement à l'Impact de Montréal, effectivement, avant de joindre le Comité olympique canadien. Okay. Donc, toujours cette passion-là pour le foot ou pour le soccer. Et puis après, j'ai déménagé après au Comité olympique canadien. J'ai joué au soccer, mais avant de jouer avec Sacha au tennis. Parce qu'à un moment donné, on était tellement rendus bons au tennis qu'il nous disait « Fais pas faire d'autres sports. Vous devez vraiment vous focusser sur un. » Donc là, on était joueurs de tennis. C'était notre carrière. Parlant de langue, parce que moi, ça m'impressionne. Tu as travaillé au Qatar, tu parlais quelle langue ou tu parles combien de langues là, en ce moment? 4. J'ai pas appris par contre l'arabe. Okay. Ça, j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Français, anglais, espagnol et portugais, effectivement. Donc, ça aide beaucoup et je te dirais que c'est vraiment une grosse... quelque chose qui aide beaucoup dans le domaine que je fais parce qu'on parle à 48 équipes avec des cultures et des langues différentes. Donc, la possibilité de, quand quelqu'un vient faire une visite, de leur parler dans leur langue, soudainement, il y a une relation de confiance qui s'établit, de proximité qui nous aide souvent à faire le travail qu'on fait. Puis, revenons au camp de base un peu, OK? Parce que je sais que tu disais que tu étais beaucoup impliqué. Concrètement, un camp de base, pour l'avoir vu, parce que là, tu as fait Qatar, puis là, ça va être ta 2e Coupe du monde, là, si je comprends bien, cette année. C'est quoi l'impact réel d'un camp de base dans la ville ou l'endroit où ça s'établit? Je comprends qu'au Qatar, c'est beaucoup plus petit, tu sais. Fait que là, on est dans un contexte nord-américain où est-ce que c'est 3 pays, puis c'est énorme comme territoire. Mais ça a fait couler beaucoup d'encre ici, le camp de base, les rumeurs. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas habitués à ce concept-là. Fait qu'une équipe établit son camp de base, exemple, à Toronto. Qu'est-ce que ça implique exactement? Mais peut-être qu'on commence, c'est quoi un camp de base? Je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi. C'est vraiment, en fait, un terrain d'entraînement avec un hôtel, donc un hébergement, et puis pour faire leur entraînement au quotidien, un terrain de base. Tout ça, normalement, dans une distance maximum d'environ 30 minutes. Donc, il y a quand même une limitation géographique, je te dirais, qui nous permet pas non plus d'avoir un hôtel à super loin puis un autre terrain d'entraînement qui est peut-être le meilleur, mais qui est à 2 heures. Parce qu'on n'oublie pas que les équipes s'entraînent de façon, sinon 1 à 2 fois par jour. Donc, on essaie vraiment de garder le tout compact. Le fait de sélectionner un camp de base aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pendant la phase de groupe, les équipes arrivent au tournoi, s'établissent à leur camp de base. On dit en anglais que c'est le home away from home. Okay. Donc, là, à ce moment-là, les équipes vont vraiment mettre ils vont décorer leur camp de base à leur effigie, avec leur logo, avec leurs couleurs. Si c'est une équipe qui est habituée à la maison d'avoir différents trucs, ils vont faire la même chose pour vraiment se sentir à la maison. Et pendant la phase de groupe où ils vont jouer un total de 3 matchs, ils vont, un jour avant le match, voyager dans la ville hôte qui va les recevoir pour le match. Après le match, ils reviennent à leur camp de base. Et ils font ça 3 fois durant la phase de groupe. Ensuite, après la phase de groupe, là, ils vont vraiment commencer à amener tous avec eux et ils vont vraiment bouger tous leurs équipements et s'établir dans la prochaine ville hôte selon le calendrier et selon le match où ils vont jouer. Donc, le camp de base est absolument clé parce que
la capacité que les équipes ont à justement le rendre cosy, le rendre avec des conditions, des environnements. On parlait plutôt de la chaleur, de la température. On pourrait même parler de l'altitude, parce qu'au Mexique, il y a différentes altitudes. Donc, tout ça est vraiment, c'est pas décidé comme ça sur un coin de table. C'est vraiment, il y a des études qui sont faites par chacune des équipes. Il y a beaucoup d'analystes sportifs qui regardent. Donc, c'est vraiment une décision que chacune des équipes prend vraiment sérieusement lorsqu'il est le temps de s'établir un camp de base, parce que c'est tellement clé et c'est tellement relié à leur performance. Est-ce qu'il y a des budgets à respecter? Est-ce que, disons, telle équipe veut tel hôtel, ça fonctionne pas parce que ça coûte trop cher? C'est quoi le barème, dans le fond? Oui, bien, en fait, on revient un peu à notre Angleterre-Haïti. Oui. Nous, en tant que la FIFA, on offre à tout le monde la même, comme je dirais, préparation, donc la même quantité monétaire qui est offerte à tous. Et après, ceux qui en veulent plus doivent le débourser de leur poche. Ceux qui, c'est suffisant, vont aller et c'est correct. Mais c'est sûr qu'effectivement, vous pouvez très bien vous imaginer les grosses équipes qui, eux, prennent de leur poche parce qu'ils veulent un peu plus. Une équipe comme l'Angleterre ou la France ou l'Allemagne, un camp de base, c'est combien de personnes? Parce que, à peu près, là, on parle de joueurs. Dans une équipe de la Coupe du Monde, il y a combien de joueurs? 26. 26. Ouais. Incluant les réservistes, tout le monde, là, c'est 26. Ouais. Fait incluant les entraîneurs, puis tout le monde que ça vient avec, on parle de combien de... Ouais, c'est ça, on parle de combien de personnes à peu Oui, près? c'est une bonne question. Nous, on couvre pour un certain nombre de personnes. En général, ça peut aller entre 60 à 100 personnes. Quand même. Une équipe, une délégation. Et est-ce que, donc, pour les amateurs de foot qui veulent dans la Coupe du Monde, t'es français, tu supportes la France, est-ce que tu vas venir... Est-ce qu'il y a beaucoup de supporters de l'équipe qui vont aller au camp de base? Est-ce que c'est là qu'ils vont aller passer leur temps? Pas vraiment. Non, je ok. dirais pas le camp de base. Les gens, les fans, les supporters vont souvent se concentrer autour des stades ou dans les villes hautes, C'est du ça, moins. c'est pas comme la Maison du Canada aux Jeux olympiques, là. Tu sais, tu peux pas rentrer là quand ça Non, tente, là. non, il y a de la sécurité et puis c'est très, 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 il faut avoir des accréditations spéciales. Donc, c'est très sécuritaire pour les équipes. Donc, je te dirais que les fans, en général, vont plus se concentrer sur les villes hautes où les équipes vont jouer. C'est là qu'il va y avoir souvent ce qu'on appelle des FIFA Fan Fest ou des activités qui vont être organisées pour les fans à ce moment-là. Donc, oui, les camps de base, c'est vraiment plus leur oasis à l'extérieur du chaos où ils vont voyager, ils vont se retrouver, regarder comment était la première partie. OK, on va à la deuxième, on va à la troisième. Donc, pour eux, c'est vraiment ce côté. Ils cherchent des fois même aussi beaucoup la tranquillité. On l'a pas mentionné dans les critères qui étaient considérés pour la sélection d'un camp de base, mais le fait que ça soit tranquille et pas en plein milieu d'une grosse ville américaine ou canadienne ou mexicaine, des fois aussi, c'est un autre critère qu'ils recherchent. Est-ce qu'il y a des fois des critères un peu plus funky que t'as vécu dans ta vie, là, puis que tu pourrais nous jaser, ou quelque chose d'un petit peu plus insolite comme demande peut-être d'une équipe? C'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes. Je vous mentionnerai pas qui, parce que Non, c'est comme correct. ça, mais Non. en général, c'est certain que souvent, ce que les équipes amènent avec eux, qui importent pour venir à la Coupe du Monde, des containers entiers de viande. On mentionnerait pas quelle équipe sud-américaine aime la viande. Des containers de riz. Des containers de viande? De viande, bien sûr. Mais bien OK. sûr, après leur partie, pour pouvoir célébrer avec la viande de leur pays. OK. C'est très important. Ah, ben j'avoue, hein. C'est donc ben Ah, ben hot. oui, c'est intéressant, oui, ça. Ben oui. Puis là, le riz, c'est pas n'importe quel riz. Ils vont pas aller chercher ça à côté. C'est le riz de leur pays. OK. Au Qatar, on a quand même eu quelques équipes qui ont fait venir des chameaux à leur camp de base pour vraiment amener la culture locale à ce De se moment-là. sentir bien, là, de Oui. se sentir à la maison. Oui. On apporte des chameaux. OK. Donc, je te dirais qu'effectivement, il y a toujours des trucs. Et puis, nous, c'est super important en tant que service aux équipes de ne pas juger, mais Ben plutôt même si des fois, on se dit, ah, c'est intéressant, effectivement, mais nous, on est là pour make it happen. Donc, si c'est ce qu'ils ont besoin et qu'ils jugent important et que c'est raisonnable, bien évidemment, parce qu'on doit quand même être conscient, on vous supporte, on va vous aider. S'il faut faire rentrer les des as-tu tonnes et aidés? des tonnes. Ah, ben bien sûr. Pour les chameaux, comment vous avez fait ça? Oh, on avait des bons contacts Ah oui. à Doha. C'est pas compliqué, là, à Doha, tu sais, les chameaux. Mais non, mais la viande et tout. c'est quand même- Elle trouve quelqu'un qu'elle connaît, elle va s'arranger ça, c'est correct. OK. Mais c'est quand même vraiment le fun, là. Moi, j'étais aucunement au Moi courant non plus. qu'il y avait des équipes qui apportaient des containers de viande, là.
Ben, c'est intéressant parce que tu veux sentir comme chez vous. Mais bien sûr. Et comme je vous dis, c'est le home away from home. Donc, qu'est-ce que ça prend pour, puis ça revient même quand l'équipe du Canada ou n'importe quoi, pour se faire sentir. Si ça prend du sirop d'érable, ben il va y avoir des containers de sirop d'érable qui vont être amenés. On doit être plate, le Canada, pour ça. Je sais pas. Tu sais, on a, comme, qu'est-ce que tu veux? Les gars, ils jouent partout dans le monde, comme, du sirop d'érable, peut-être. On veut Connor McDavid. Tu sais, c'est ça, tu sais. Ça doit être beaucoup moins, genre, hot que, genre, certains pays. J'imagine déjà l'Argentine arriver juste, tu sais, avec leur viande. La viande, t'es déjà là en Argentine? Non. Moi, c'est une des places que je veux aller parce que je tripe sur la viande. Ça a l'air, la viande là-bas, c'est débile. Ben, c'est le Japon. Moi, c'est plus le Japon que la Japon viande aussi, mais la nourriture. des places comme ça. Puis j'imagine ils font venir leur chef. Ah, ben bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait en parler aussi, les menus. Okay. Si vous savez le temps et l'énergie que chacune des équipes qui ont leur chef, ils font des visites avec les hôtels, ils discutent les menus chaque jour, les ingrédients, ils vont ensemble au marché. Donc, c'est pas comme s'ils arrivaient puis ils prenaient ce qu'ils avaient offert. Il y a énormément de temps, d'énergie. Encore, je reviens à comment est-ce qu'on les fait sentir à la maison. C'est avec le sommeil, la nourriture, l'environnement. Donc, tout ça, c'est tous les détails qui sont vraiment importants pour chacune des équipes. Et les chefs, c'est absolument clé. Une question, drôle de question. Tu as travaillé aux Olympiques, tu as vu ça. OK, comment je pourrais la poser que ça soit clair? Pour les joueurs, pour les organisations, gagner une Coupe du Monde versus pour les athlètes, gagner une médaille d'or. Sans dire qu'un est plus important que l'autre, mais qu'est-ce que selon toi, y en a-tu un que tu as remarqué comme, OK, ça c'est vraiment plus important que l'autre? Parce que j'ai toujours vu la Coupe du Monde comme étant un big deal. Là, genre. C'est encore plus populaire du côté amateur aussi que les Jeux olympiques, si je me trompe pas. C'est comme à quel point les joueurs, c'est important pour eux. Je pense que ça dépend des pays. C'est mon opinion vraiment personnelle. Ça dépend des pays. Pour certains pays, ils ont un sport, puis c'est le soccer. Oui. Donc, en fait, les Jeux olympiques, soit ils participent pas, soit il y a très peu d'athlètes. Donc, le fait, pour eux, la Coupe du monde, effectivement, c'est un big deal parce que c'est leur opportunité de vraiment démontrer à chaque 4 ans à travers le monde leur pays, leur hymne national, leurs fans à ce moment-là. Après, je pense que les deux, c'est des moments absolument incroyables. Je pense que c'est vraiment un athlète qui pourrait vraiment mieux parler de qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça. Mais pour avoir été plus du comité organisateur des deux côtés, je te dirais que la complexité et l'émotion qu'on a, soit en voyant une cérémonie d'ouverture ou la finale d'une Coupe du Monde, est vraiment la même. La même, hein? C'est pas mal la même catégorie. C'est vraiment le fun. Parle-moi un peu de ton day-to-day, là. Donc, comment ça se passe? C'est quoi une journée type pour toi, là, présentement? Là? Ça ressemble à quoi? Le téléphone sonne beaucoup de ces temps-ci, parce qu'encore une fois, on mentionne qu'on est à peu près à 2 mois avant la Coupe du Monde. Beaucoup de coordination, je te dirais, beaucoup de réunions, non seulement avec les équipes, pour, comme je revenais un peu plus tôt, OK, c'est quoi votre plan? Quand est-ce que vous arrivez? Qu'est-ce que vous amenez? Qu'est-ce que vous avez besoin? Donc, on est beaucoup en contact avec les équipes. Il faut se rappeler qu'ils sont à travers le monde. Donc, on parle des différences horaires, des fuseaux horaires, des langues différentes. Donc, beaucoup de rencontres avec les équipes un peu pour finaliser le tout. Et aussi beaucoup de réunions à l'interne, nous, avec les départements d'hébergement, de logistique, de transport, s'assurer qu'eux aussi sont au courant de ces plans-là des équipes pour qu'en fait, tout le monde soit sur la même page. Puis quand c'est showtime, tout le monde est en tandem et on s'en va tous dans la même direction. Normalement, les équipes vont arriver combien de temps avant le début des matchs? Ils doivent absolument arriver 5 jours à l'avance de leur premier match. Par contre, on voit beaucoup d'équipes présentement, c'est pas tous confirmés, mais qui veulent arriver un peu plus tôt pour s'acclimater à la différence d'horaire, la différence de température, vraiment rentrer dans le bain. Donc, on voit effectivement, dès le début juin, il va commencer à y avoir plusieurs équipes dans le continent nord-américain. Quand même particulier aussi qu'il va y avoir des matchs qui vont être joués dans un dôme. Tu sais, je pense, exemple, à BC Place. À Vancouver, il va y avoir un toit, là. C'est pas rétractable, le toit à BC Place. Effectivement, il y a certains stades qui auront et d'autres non, effectivement. C'est quand même particulier. Est-ce que ça, c'est un enjeu supplémentaire que vous avez à gérer ou pour vous, c'est... Parce que, tu sais, selon comment tu vas jouer tes matchs, non seulement tu as des différentes températures entre la côte ouest, la côte est, le Mexique, le Canada, mais tu as aussi j'imagine les surfaces sont les mêmes. Oui, là, mais au niveau de juste jouer dans un
mettons, à Vancouver avec le stade couvert versus jouer avec au Mexique avec quand il fait 40 degrés puis c'est tout ouvert. Non, c'est certain. C'est sûr que c'est pas une surprise non plus, donc ils le savent d'avance, ils peuvent se préparer. Et surtout, je pense que c'est important, c'est que l'autre équipe en phase 2 est dans les mêmes conditions. Ouais. Donc, les deux ont la même chose, donc que le meilleur gagne, comme on dit, dans ces mêmes conditions. Mais c'est certain qu'avec, en faisant un 48 équipes, le nombre de villes hautes qui doivent être déterminées et l'empreinte géographique, en essayant de réutiliser le plus de stades possible, il y a des petites différences comme ça qui peuvent apparaître. C'est quoi les enjeux ou les défis que tu as pour cette Coupe du monde? C'est certain que, mettons, si on compare au Qatar, je dirais que c'est de s'assurer de manière constante à travers les 3 pays que le même niveau de service est offert. Donc, par exemple, et surtout, si on parle, par exemple, des États-Unis, où on sait chaque État est presque un pays, ils ont des différentes façons de faire. Donc, nous, encore une fois, le service aux équipes, ce qu'on veut s'assurer, c'est que peu importe l'équipe, s'ils se déplacent du Canada au Mexique, aux États-Unis pour jouer différents matchs, sont toujours offerts les mêmes niveaux de service et il n'y a pas de surprise. Donc, exemple très concret, l'escorte policière qui vont, par exemple, on a des polices qui vont escorter les mouvements des équipes, ben au Canada, aux États-Unis, au Mexique, c'est différentes entités qui font ce genre de mouvement, s'assurer de partager. Un va le faire d'une manière, l'autre au Mexique, vous pouvez vous imaginer, le font différemment. Et encore, c'est vraiment beaucoup de réunions avec les 3 pays, avec tous les joueurs qui sont impliqués pour dire, OK, c'est cette façon-là qu'on va tous faire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Comme ça, les équipes, peu importe où ils sont, ils n'ont pas des surprises parce qu'ils jouent dans différentes villes ou pays, par exemple. Donc, c'est, je te dirais, un très, très gros défi de ces temps-ci. Je pense qu'on va faire un super travail, mais il y a quand même, c'est des différentes cultures. Même au Mexique, on parle d'une différente langue, mais notre défi, c'est vraiment de s'assurer cette uniformité à travers les 3 pays. C'est toi qui vas gérer tous ces gens-là ensemble, tu sais, c'est toi qui... c'est pas juste moi, j'ai une merveilleuse équipe autour de moi, mais effectivement, je dis toujours qu'on est un peu, nous, la colle entre tout le monde. J'allais dire la mayonnaise, mais la colle. Le sirop d'érable. Oui, on va dire sirop d'érable pour donner une petite couche culturelle. Quoi? C'est toi, t'as jamais entendu ça, la mayonnaise? OK, peu importe. Parce qu'effectivement, tout le monde a son focus. Moi, je suis en transport, moi, je suis en hébergement, mais que quelqu'un regarde de façon holistique vraiment tout ce qu'on appelle le team journey, donc l'expérience d'une équipe, ben c'est nous qui avons ça. Donc effectivement, c'est clé, on regarde tout ça, mais c'est une grosse équipe derrière nous qui nous supporte puis qui travaille très, très fort jour et nuit pour dans 2 mois, pouvoir offrir les meilleures conditions aux 48 équipes. Moi, je voulais t'amener aussi à peut-être nous parler de... Donc, la Coupe du monde est lancée, tu sais. Nous, c'est la première fois au Canada qu'on va vivre ça. À quoi devrait-on s'attendre en termes de personnes qui se déplacent au pays? Des touristes extérieurs, des supporters de différentes équipes. C'est quoi l'engouement que tu ressens dans une Coupe du monde? Parce que je pense, plusieurs gens qui nous écoutent, c'est pas quelque chose qu'on a vécu, qu'on a vu. On connaît pas ça. Fait que l'avoir un match à 6 heures de route de la maison dans notre pays, c'est quand même franchement intéressant, là. Fait que peux-tu nous expliquer un peu, y a-tu vraiment beaucoup de gens qui se déplacent? Y a-tu beaucoup de touristes? Comment tu as vécu ça dans le passé? Absolument. Je pense que c'est sûr que si je fais référence au Qatar, c'était différent parce qu'en ayant une ville, ça permettait aux gens d'aller voir même plusieurs matchs. Donc, il y avait vraiment ces endroits où les gens se regroupaient de tous les pays du monde et regardaient les matchs des autres équipes ensemble. Donc, il y avait vraiment ce côté de fête qui va être de même. C'est seulement que l'empreinte géographique étant plus grande, ça va être plus spécifique, je te dirais. Je trouve que c'est fantastique parce que ça fait un peu comme les Jeux olympiques. Les gens, ça rassemble les gens, surtout dans un contexte où je pense que les gens ont besoin du sport pour vraiment célébrer ensemble. Ça rassemble vraiment les gens. Les gens
des fois qui ne sont pas fans de soccer, de foot, qui écoutent pas vraiment ça, soudainement sont accros à leur télévision ou, comme tu dis, font le déplacement parce qu'ils veulent vivre l'expérience. Ce que je pense aussi qui est bien cette fois-ci pour les Canadiens, c'est qu'au niveau de l'heure des matchs au Qatar, il y avait quand même une grosse différence horaire. Donc, les gens de se lever dans la nuit pour regarder un match, OK, mais cette fois-ci, on parle des heures qui sont soit durant la journée ou durant la soirée. Donc, je vois vraiment, il y aura un engouement si c'est pas dans les stades, mais même dans les bars, les cafés, tout le monde avec leur drapeau. Puis, je sais qu'à Montréal, on le sent souvent, ça. Donc, je pense que vraiment, ça va être merveilleux pour le Canada, pour les États-Unis, pour le Mexique, de sentir une Coupe du Monde à la maison, d'une certaine façon. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent dans les Coupes du Monde, comme mettons des gens de l'Europe là, qui veulent aller voir leur équipe. Absolument. C'est sûr qu'encore une fois, il y a un certain nombre limité de billets, donc pas tout le monde peut se déplacer, mais beaucoup de gens, surtout, encore une fois, certains pays où le soccer, le foot est peut-être encore leur seul sport, ou c'est le sport, font le voyagement, amènent les familles, les amis, viennent faire, et surtout que c'est une destination très intéressante cette fois-ci en Amérique du Nord, donc je pense que beaucoup vont aussi profiter pour faire du tourisme un peu, entre les matchs, ou avant, ou après. Donc, je pense que l'été en particulier, où la température est clémente, ça va vraiment faire un bon show. Puis je suis certaine que les gens vont le ressentir pendant la Coupe du Monde. Ah, c'est tellement excitant. En plus, 2026, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, la Coupe du Monde, on est vraiment gâtés là, au niveau événements sportifs. Après le Qatar, là, tu as vécu le Qatar. Qu'est-ce qui t'a fait accepter une autre Coupe du Monde? T'sais, là, es-tu rendu accro à « OK, une autre? » Ou avais-tu un objectif pour cette Coupe du Monde-ci? C'est drôle parce que quand souvent on finit des gros tournois puis qu'on dort pas pendant 40 jours, on dit ça, c'est la dernière. Moi, je suis rendue trop vieille, je fais plus ça, ça n'a pas de bon sens. Et puis effectivement, là, tu as quelques semaines ou mois de vacances, puis oh, mais ça me manque. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, OK. Puis là, let's go. C'est certain que pour la 2026, ça avait une saveur particulière pour moi parce qu'en étant canadienne ou en Amérique du Nord, je sentais vraiment que c'était un peu à la maison, d'une certaine façon, que je voulais y participer pour amener mes connaissances, parce qu'encore une fois, les Coupes du Monde, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais t'as pas déjà fait ça, t'as juste à faire la même affaire, c'est facile. » Non, c'est tellement différent. Encore une fois, je reviens à Doha, c'était une ville versus cette fois-ci, on parle de 3 pays, donc c'est presque il y a beaucoup de choses qu'on a appris, qu'on améliore, mais c'est presque de refaire le projet de façon différente. Et cette envie de faire un nouveau projet à la maison m'a vraiment comme convaincue, je te dirais, d'embarquer dans l'aventure 2026 pour la Coupe du Monde ici. Et tu disais, il y a des choses qu'on veut améliorer, tu sais, comme à chaque fois. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu te dis, ouais, Qatar, ça, je le ferais peut-être d'une autre façon, ou j'ai appris telle chose que je vais apporter avec moi dans ma valise là, pour la prochaine Coupe du Monde? C'est certain, c'est peut-être des choses plus au niveau personnel, je te dirais qu'on se dit, j'ai géré ça de telle façon, cette fois-ci, si ça arrive, on va le faire de différentes façons. Donc, effectivement, il y a des apprentissages, mais c'est quand même très différent. Par rapport à tout. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage. Par exemple, la sélection des camps de base qu'on parlait un peu plus tôt est un processus qu'on a dû vraiment faire de base parce qu'à Doha, c'était pas du tout la même chose. Tout était proche. Donc, que tu sois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'était à peu près à la même place. Il n'y avait pas ce concept que là, on a entre vraiment les différences horaires, la côte Est, la côte Ouest, le Mexique, le Canada. Donc, ça nous a vraiment poussé à nous réinventer. Et je pense qu'on a fait des belles innovations qui, j'espère, perdureront, mais qui vont pouvoir toujours continuer à s'améliorer comme n'importe quel événement qu'on fait. Parce que tu dis réinventer, mais là, après la Coupe du Monde 2026, c'est où la prochaine Coupe du Monde? Donc, ça va avoir lieu au Maroc, Espagne et aussi au Portugal. Donc, c'est les 3 des pays. Il va aussi avoir quelques matchs qui vont être aussi en Amérique du Sud et le tout va être confirmé, je pense, un peu plus tard cette année. Donc, ça va être encore une fois, on va retourner en Europe où le foot est vraiment numéro 1. Ça va être différent et encore une fois, c'est une nouvelle aventure, des choses qui vont être pouvoir plus faciles, d'autres choses qui vont être plus difficiles, mais c'est certain que ça va être bien aussi de revenir en Europe. Puis quand une équipe, on parle beaucoup de l'arrivée des équipes, mais quand elles sont éliminées,
le processus, tu sais, ils quittent l'hôtel, ils quittent leur camp de base. Ils sont responsables de tout enlever ou c'est la FIFA qui s'occupe de tout remettre en ordre pour eux? Comme, à quel point vous vous êtes impliqués dans leur départ de la Coupe du Monde? Oui, en fait, ils ont jusqu'à 2 jours après l'élimination pour partir. Nous, on les supporte absolument. On nettoie pas leur place, mais c'est sûr, mais on va s'assurer qu'il y ait tout le staff, le support, les camions de logistique pour vraiment amener le tout à l'aéroport. Mais ils sont responsables d'avoir un vol pour rentrer à la maison. Donc, on supporte vraiment du début, quand je mentionnais un peu plus tôt, du moment qu'ils arrivent jusqu'au moment où ils repartent. C'est dans notre scope qu'on appelle, puis on est responsable et on s'occupe d'eux. Puis je la stalk sur Instagram, je la suis, puis je surveille ses stories et tout. Ouais. Puis, non, mais blague à part, je te vois, des fois, tu fais des voyages, comme je pense que tu étais en Suisse, ça se peut-tu présentes. Fait que je suis curieux, comme quand tu fais ces rencontres-là de présentation, que ça a l'air quand même formel, là, tu sais, je vois les images où tu es assis sur un panneau avec ta cocarde, avec ton nom, puis tout, tu sais. C'est présenté à qui, ça? C'est-tu envers un public... Monsieur, madame, tout le monde, les journalistes, le comité de l'organisation FIFA? Par exemple, pour lui de la Suisse, c'était super intéressant parce qu'en fait, on est allé faire un transfert de connaissances avec la prochaine Coupe du monde féminine qui aura lieu au Brésil en 2027. Okay. Donc, en fait, c'est comme si nous, on pouvait voir le futur un peu. Donc, on est allé là-bas. On a rencontré un peu la même personne qui fait le même poste, mais au Brésil, en leur partageant, encore une fois, environnement différent, Coupe du monde féminine et non masculine, mais encore une fois, dans une optique de partager des connaissances pour pouvoir faire que le produit, le tournoi, soit organisé de façon encore mieux. Sinon, dans des conférences, des fois, c'est des étudiants qui étudient en maîtrise du sport, qui justement se demandent un peu comment on se rend là, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît, je veux être impliqué dans la Coupe du monde. Donc, c'est beaucoup... Encore une fois, c'est un peu ma façon de redonner parce que je pense que j'ai été très chanceuse. J'ai travaillé très fort, mais j'ai été chanceuse de pouvoir avoir un beau parcours jusqu'à présent. Donc, si ça peut permettre d'inspirer des fois des gens ou répondre à des questions, en fait, tout simplement, ça me fera toujours un plaisir. Ben, justement, j'allais dire, on a des gens là, qui disent « Hey, moi, j'aimerais vraiment ça, faire ce que tu fais. » C'est quoi les compétences, disons, peut-être les plus sous-estimées ou qu'on pense peut-être pas? C'est certain que les langues est un gros plus. Oui. Encore, je reviens à mon département de service aux équipes qui travaille avec 48 équipes, 48 cultures différentes, langues. Donc, pour toute personne qui a des langues, et c'est toujours un plus, je te dirais. Aussi, je pense que ce qui est super important, je mentionnais un peu plus tôt, le fait de parler la langue permet d'établir un lien de confiance et une qualité interpersonnelle, de construire une relation plus rapidement, est un gros plus aussi, parce que quand on dit non, parce que bien évidemment, on reçoit beaucoup de demandes qui ne sont pas toujours possibles, et on doit dire non. Mais quand quelqu'un que tu connais ou qui parle la même langue que toi, il t'explique non, ça ne sera pas possible car voici les limitations, c'est toujours plus facile versus quelqu'un qui ne parle pas ta langue, tu reçois un non, puis là, ça crée de la frustration, bien évidemment. Donc, je pense que l'habilité de créer des relations interpersonnelles, de confiance, en parlant la langue, c'est vraiment du gros plus pour spécifiquement ce poste, ou je te dirais ce rôle de service aux équipes dans des Coupes du monde, dans des tournois autres de sport en général ou d'événementiel. Puis tu dois être bonne en négociation. Des négociations, oui, parce que je pense qu'il faut rester ferme, parce qu'on se fait pousser. Il y a beaucoup qui me disent, non, mais nous, on veut vraiment faire ça. Mais c'est ça, puis comment non, tu fais? On reste calme, on explique. Je pense que c'est vraiment d'expliquer le pourquoi c'est pas possible. Okay. Je pense que c'est vraiment important, parce que si tu dis non sans raison, ça crée beaucoup. Mais non, ça sera pas possible de faire ça, car X, Y, Z, puis là, les gens, ils s'essayent encore. Puis là, tu dis, OK, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on fasse venir quelqu'un qui est un expert en la matière pour vraiment vous expliquer plus en détail? Oui, OK, on va prendre le temps. Donc, tu démontres vraiment que tu veux vraiment essayer de les aider, mais pour s'assurer un équilibre et une équité à travers toutes les équipes, c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça et c'est fini. Puis le reste, la FIFA, c'est très puissant. Oui. C'est une organisation puissante, c'est une organisation qui emmène large. Fait que, je veux dire, je pense que l'approche que tu privilégies est bonne parce que ce serait facile pour la FIFA de juste dire non puis pas donner de raison. Tu sais, tu dis, qu'est-ce que tu vas faire? C'est l'organisation sportive probablement, à mon sens, la plus puissante sur la planète. Fait que
si après ça, tu prends le temps de le faire, mais ça l'humanise, puis ça fait en sorte que ça rend les discussions. Surtout quand c'est pas des équipes, c'est des pays différents. Il faut pas qu'on l'oublie. C'est que des équipes, tu peux avoir 32 équipes dans la NFL, mais c'est toutes des équipes aux États-Unis. Tu peux avoir 32 équipes dans la Ligue nationale de hockey, c'est tout dans Canada et États-Unis. Mais quand tu parles de 48 équipes, c'est 48 pays avec des cultures différentes puis des approches différentes. Pas mal sûr que ton approche avec le Japon n'est pas la même approche que tu aurais avec le Brésil ou avec la France. Il y a tout l'aspect de comment tu gères justement ces différences culturelles-là quand tu travailles avec la fédération japonaise qui a une certaine façon de travailler versus celle du Brésil, mettons, de l'Angleterre. As-tu des formations pour ça? Oui et non. Surtout, j'ai une super équipe qui parle ces langues-là. Donc, en fait, quand je recrute, on bâtit notre équipe, c'est des gens qui parlent les langues. Donc, j'ai un Japonais dans mon équipe. Donc, moi, je parle au Japon sur différents trucs, mais lui est vraiment capable, en leur langue, de leur parler, de vraiment aller dans les détails. J'ai une personne qui parle arabe, j'ai deux, trois qui parlent français. Donc, encore une fois, moi, je le fais au départ, mais plus l'équipe grandit, plus on est capable d'avoir des gens autour de nous qui parlent les langues précises de ces équipes-là pour justement créer cette relation dont tu as tout à fait raison est absolument clé pour s'assurer dans la préparation de la Coupe du Monde. Petite question, juste peut-être que je devais le savoir, mais je le sais pas, là, mais c'est où le camp de base de l'équipe canadienne? Ça va être à Vancouver. OK. Ouais. OK. À 30, dans le fond, minutes du stade. Oui, en fait, leur premier match a lieu à Toronto, puis par la suite, ils vont aller à Vancouver et ils vont être effectivement dans une distance d'environ 30 minutes à 1 heure entre le camp de base, entre le stade, pour vraiment s'assurer d'être à proximité pour limiter les déplacements. Le 30 minutes, c'est pas par rapport à où tu vas jouer ton match, c'est par rapport à l'hôtel du terrain d'entraînement. OK. Parce que techniquement, il y a des équipes, je pense, qui ont des camps de base qui sont pas dans des villes qui jouent des matchs. OK. La moitié environ. C'est ça. Fait que c'est juste l'emplacement de ton hôtel doit être à proximité de où est-ce que tu vas aller faire ton entraînement, surtout si tu as 2 entraînements par jour. Puis, est-ce que ça, c'est comme incognito? Tu sais, les fans ne doivent pas le savoir, c'est où le camp de base? Ça doit être secret, mettons? Jamais on partage les hôtels pour une question de sécurité. Peut-être, et c'est là que je ne sais pas quand ça sera diffusé, peut-être que dans les prochaines semaines, il va y avoir un partage des terrains d'entraînement des camps de base pour avoir l'information. Mais encore une fois, c'est vraiment pas un attrait touristique. Ça vaut pas vraiment la peine d'aller là. Mais aller voir aller voir une pratique dans un camp de base, faut-tu que tu payes? Ah, mais tu peux pas avoir accès. C'est pas ouvert au public? Non, c'est pas ouvert au public. C'est très, très, très sécurisé. C'est pas comme au tennis, là, où tu peux aller les voir. Non, pas du tout, pas du tout. C'est très, très... encore une fois, il y a des médias qui y vont pour pouvoir avoir du contenu, mais c'est pas du tout ouvert à monsieur et madame tout le monde, absolument pas. Est-ce que tu deals avec les joueurs directement ou non? Non, moi, vraiment, mes contacts, c'est ce qu'on appelle des team managers. Donc, chacun des équipes a cette position-là. Des fois, ils appellent ça team administrator. C'est vraiment la personne qui est un peu en charge de l'équipe avec qui on parle et on règle tous les soucis ou les préparations logistiques opérationnelles. Donc, non, on essaie le moins possible. On est vraiment derrière le tout, behind the scene, comme on dit, et le moins possible, on veut interagir avec les joueurs. Moi, je veux savoir, là, as-tu des histoires rocambolesques ou quelque chose que tu n'aurais jamais cru vivre ou quelqu'un que tu n'aurais jamais pensé rencontrer, que tu as rencontré dans une Coupe du Monde, le pape, je sais pas, tu sais, tu te dis Céline Dion, n'importe qui, que tu te dis, je peux pas croire que je rencontre ou que je fais ça dans ma vie, tu sais. Ouais. Ben, pas le seul, il y a plusieurs moments, mais peut-être lui, le plus marquant jusqu'à présent, c'est vraiment pour moi lors de la finale de la Coupe du Monde en 2022, où il y avait l'Argentine contre la France avec les penalty kicks. Et j'étais sur le bord du terrain et j'étais en charge des familles et amis des Argentins. Donc, en fait, ce que j'étais responsable, c'est que, bon, dépendamment quelle équipe va gagner, parce qu'on était les deux, on regardait un but, puis on était comme ça. Et puis là, ben, l'équipe qui gagne, ben, bien évidemment, les joueurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent leurs enfants, ils veulent la femme, tout le monde veut sauter sur le terrain. Et j'étais comme en charge
arrêter le tout de mes 5 pieds 3 du côté argentin. Donc, je te dirais que ce moment-là, d'être sur la ligne à la finale de la Coupe du Monde, de voir le but de l'Argentine avec Messi devant moi qui s'écroule, puis tout le monde, c'est là que tu dis, c'est quand même cool ce que je fais. Oh, d'accord! Oui, moi, je pense Puis que c'est comme ça que tu le refais après. Tu sais, qu'on en parlait plus tôt. Ouais. Puis c'est ça que tu dis, OK, j'ai peut-être travaillé fort, mais je veux revivre cette intensité-là parce que c'est des moments absolument merveilleux. Donc, c'est pas nécessairement la rencontre avec quelqu'un en particulier, mais un moment fort, effectivement, qui était vraiment marquant. Et puis après, ben, j'avais les enfants des joueurs argentins qui m'étaient donnés dans mes mains, qu'il fallait que j'amène aux joueurs argentins. Donc, c'est toujours un peu drôle, des situations cocasses, des situations comme ça. C'est sûr. Après ça, tu crées tellement des liens avec plein de monde de différents pays, juste cette histoire-là, c'est assez... Y a-t-il des catastrophes évitées que vous avez été de justesse, comme, je sais pas, moi, un hôtel qui annule la réservation à une semaine d'une arrivée ou... De la viande qui est plus bonne, que vous devez retourner, je sais pas. C'est sûr, je m'attends que j'y pense, c'est sûr qu'il y a des équipements, mettons, qui n'arrivent pas à l'heure, avec des kits. Tout le temps? Les chandails, Oh, par wow. exemple, là, tu commences à stresser. Tu fais Là, quoi? quand tu travailles avec la logistique, voir, OK, c'est rendu où la douane, t'as-tu un contact à la douane, let's go, faut clearer le truc, parce que demain, wow. il joue, puis le maillot est pas arrivé, puis tu peux pas non plus, c'est tellement spécifique, tu peux pas non plus aller au magasin puis en acheter un autre, je veux dire, c'est très, très spécifique. Donc, c'est dans des moments, je te dirais, où effectivement, quand on parle d'équipements qui arrivent pas à temps, ou des choses qui sont prises, ou, par exemple, aussi, quand des amis ou de la famille est à l'extérieur du stade, parce que les joueurs, avant de commencer le match, ils regardent toujours où leurs enfants, leurs femmes sont, et quand ils sont pas là, ben là, ça crée beaucoup de pression et de stress parce qu'il faut rapidement résoudre le problème. Donc, il y a effectivement, c'est beaucoup en haut et en bas. Tout va bien et tu attends juste le moment où il y a quelque chose qui va arriver et là, c'est la folie, ça s'est résolu. OK, on prend un respire puis ça repart. Donc, c'est vraiment un travail incroyable parce que ça t'amène beaucoup d'émotions, mais ça amène beaucoup de stress, effectivement. Fait que là, on parle de quoi, là? De un mois intense pour toi qui s'en vient? Même plus, parce que quand je parlais plus tôt des arrivées au début juin, jusqu'à la finale à la mi-juillet, c'est 1 mois et demi environ. Fait que tu l'as déjà vécu. Combien d'heures, mettons, par jour tu travailles? Est-ce que c'est non-stop? C'est quoi? Wow! C'est au moins, je veux dire, au début, au Qatar, on dormait peut-être 3 heures par jour. Puis après, ça va de mieux en mieux. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Donc, je pense qu'on parle plus en termes d'heures de sommeil plutôt que d'heures de travail. Je pense que c'est mieux de regarder comme ça. C'est bon. Donc, c'est intense. Mais encore une fois, quand on a une bonne équipe, tout le monde est à son poste et qu'on fait le mieux, puis de voir ça à la fin puis de dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a accompli? C'est tellement incroyable. Les gens sont fiers d'eux. Ça tisse des amis pour la vie parce que c'est des conditions de travail c'est plus que des collègues. Quand, encore une fois, tu passes 15 heures avec eux, tu les connais très, très, très bien. Donc, ça crée des amitiés qui, par la suite, sont valides pour la vie. Est-ce que ta fille a déjà commencé à frapper un ballon de Oui, soccer? un petit peu. Je ne sais pas si peut-être une Coupe du Monde, dans 20 ans peut-être. Mais non, je pense que c'est un beau sport. Je trouve que c'est un beau sport d'équipe. Ça a des belles valeurs. Donc, s'il y a un intérêt, pourquoi pas? Pour le Canada, par exemple. Ah, ça serait une grande question. Oui. Hein? Ça serait la question, là. Ça serait, mais là... Quoi? Elle voyage partout. Je sais. Ça fait moitié portugaise, moitié canadienne. Ben, moi, c'était plus de savoir si ta fille, elle a 2 ans, là. Oui. Tu sais, de savoir si c'est le fun que tu montres ça à ta fille, tu sais, que c'est possible Moi, de je veux faire ce genre de qu'elle sente travail. la pression. De dire qu'il faut qu'elle fasse la Coupe du Monde. Il faut qu'elle Ou au tennis. Oui, Sinon, Sacha, oui, je pense que oui, joueuse de oui, tennis. Oui, non. ça, c'est correct. Ça serait correct Mon aussi. Dieu! Tu pourrais être son agent? Oui, avec grand on est plaisir. tout en Et je train vais choisir le pays pour qui elle va jouer. Bon, puis moi, je vais puis ça. commenter ses matchs. Ça, Hein? bon, OK, on a un Oui, plan de match. oui. Attendez juste stand-by 15 ans environ. C'est ça. puis Ah, moi, je mettais la pression. Elle n'est pas majeure encore, puis elle va le faire à 15 ans. À 17, elle va être rendue sur le tour. J'aime ça, Sophie, c'est bon. On en règle des affaires balado pareil, Jen. Hein? Nous Moi, aussi, on j'adore. dort 3 heures par nuit pour préparer ce balado-là. Ben oui. Hein? Ben oui. Fait que, on règle des affaires aujourd'hui. On a tout! On a tout! Ben moi, je te remercie tellement, Sophie. Merci. Je veux dire, c'est tellement incroyable ce que tu fais, puis je pense que les gens, ils vont juste capoter de t'entendre sur notre balado. Oui, mais une Québécoise avec la Coupe du Monde qui mérite d'être
d'être connu. Puis d'ailleurs, tu retournes demain à Miami. Je suis de retour dans les bureaux. Fait que t'es à venu fond. pour Pâques et pour le balado. Fait que merci encore d'avoir accepté l'invitation. Puis c'est on cool va de te essayer. revoir après Ben autant oui. d'années. Ben oui. Donc, ça, c'était super. J'espère que les gens auront apprécié puis auront vu une autre facette de la Coupe du Monde qui est souvent méconnue. Exact. Puis j'allais dire, on va essayer de te spotter à la finale de la Coupe du Monde. Là. Ah, es-tu Ouais. sur le terrain en train de gérer les blondes familles? là, qui est sur le C'est coin, ça. ça va Exact. être 5 pieds 3, là. Ah, c'est elle. Exact. Un Merci. grand merci à vous pour l'invitation. Vraiment, c'était super le fun. Donc, merci beaucoup encore une Ben fois. non, merci à toi.